Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro d'Express Orient. Cette semaine, on part au Yémen où le groupe État islamique prend de l'ampleur. Les attentats revendiqués par les djihadistes se multiplient dans ce pays où Al-Qaïda est déjà très bien implantée. Nous irons également en Arabie Saoudite où pour la première fois les femmes vont pouvoir voter. Elles ont également le droit de se présenter au municipal, mais vous verrez que mener une campagne pour une femme dans ce pays est très compliqué. Nous terminerons en Iran où la sécheresse qui fait des ravages devient une préoccupation pour les autorités. En plus d'être un sanctuaire pour Al-Qaïda dans la péninsule arabique, le Yémen est-il en train de devenir une nouvelle terre conquise pour l'organisation État islamique? La situation chaotique dans le pays accélère l'implantation du groupe terroriste, d'autant que leur leader a ordonné le retour des djihadistes yéménites dans leur pays pour combattre les rebelles chiites houthis et les forces de la coalition menée par l'Arabie saoudite. Le point sur la situation avec Florent Rodeau. L'explosion de la voiture piégée n'aura laissé aucune chance au convoi du général Ja'far Saad. Proche du président Hadi, il avait récemment pris ses fonctions de gouverneur de la province d'Aden. Ses gardes du corps, au nombre de 6, ont également tous été tués sur le coup. L'attaque s'est produite tôt ce dimanche matin dans le quartier résidentiel de Tawaï, l'un des fiefs du groupe État islamique qui a revendiqué l'attentat. Ces derniers mois, les djihadistes ont multiplié les actions terroristes sur le sol yéménite, profitant du chaos qui règne actuellement dans le pays. Vu la dégradation accélérée de la situation, l'État islamique considère qu'il est une opportunité assez inédite avec le terreau yéménite. Manifestement, il y aurait eu des instructions du calife autoproclamé al-Baghdadi à partir du mois de septembre pour faire rentrer les activistes de l'organisation au Yémen, ceux originaires du Yémen, et justement s'implanter plus durablement. Depuis l'été 2014 et la prise de Sanaa par les rebelles chiites houthis soutenus par l'Iran, le Yémen est plongé dans une grande instabilité politique. Avec un État en plein délitement, le pays est devenu une base arrière privilégiée pour organisations terroristes. Débute alors une rivalité territoriale entre le groupe État islamique et Al-Qaïda dans la péninsule arabique, déjà bien implantée dans le pays. Il y a une logique de stimulation concurrentielle. Sur le fond, il y a un ennemi commun, qui est d'ailleurs l'ennemi aussi de la coalition, à savoir la milice houthi, parce qu'elle est d'obédience chiite zaïdite. Et puis en ce qui concerne ACPA d'un côté et l'État islamique de l'autre, ACPA s'est désolidarisé de certains attentats commis par l'État islamique, notamment dans le cadre des mosquées, à Sanaa en l'occurrence, dès lors que ça visait spécifiquement des civils et non pas exclusivement des militaires ou des représentants de l'État. Revenu à Aden mi-novembre avec l'ambition de sécuriser les provinces du Sud, le président Hadi doit engager des pourparlers avec les rebelles chiites houthis à partir du 15 décembre prochain en Suisse. Son objectif, restaurer une autorité gouvernementale assez forte pour ensuite s'attaquer au groupe État islamique et ainsi réduire son influence grandissante. Certains appellent cela une avancée et ça l'est sans doute en Arabie saoudite. Ce samedi, les femmes du royaume wahhabite auront la possibilité de voter aux élections municipales et de se présenter en tant que candidates avec l'autorisation de leur tuteur. Mais vous allez le voir, une fois le fameux sésame obtenu, il faut pouvoir mener campagne dans ce pays où la mixité est interdite. Heureusement, il y a les réseaux sociaux. Parcours d'une combattante, signée Inès Olagaray. Sous les projecteurs de cet hôtel saoudien, une femme. Fawzia Al-Harbi, voilée jusqu'aux yeux comme l'exige la loi, discute avec son équipe de campagne. La réunion est de courte durée car dans le royaume, la mixité est interdite quand il ne s'agit pas des membres d'une même famille. Mais rien ne pourrait empêcher la jeune femme d'aller au bout de son projet. Cela fait 10 ans que l'on attend cette opportunité. 10 ans que nous, les femmes, nous attendons de participer aux décisions politiques et sociales de ce pays. Pour la première fois, Fawzia va pouvoir être candidate à des élections. Et pour la première fois, elle va aussi pouvoir voter. Dans un pays où elle n'a pas le droit de conduire, où voyager, travailler et ouvrir un compte en banque doit se faire sous la tutelle d'un homme, les femmes ont obtenu le droit de vote en 2011. 130 000 femmes se sont inscrites sur les listes électorales. Cela représente 24% du nombre d'inscrits. Je pense que c'est un bon chiffre étant donné que c'est la première fois que les femmes participent. 130 000 femmes que les candidates aux élections municipales comptent bien séduire. Nous retrouvons Fawzia dans ce centre commercial de Riyad. Elle engage la conversation avec un groupe de jeunes filles.
Avant, c'était difficile parce qu'il fallait communiquer avec les hommes. Mais maintenant, avec les femmes, on va pouvoir parler directement. Ce sera plus facile. La candidate en campagne maîtrise les outils de son époque. Une petite séance de selfie avec ses potentielles électrices et un rendez-vous donné sur les réseaux sociaux. Je trouve qu'on est très limité pour échanger avec le public. C'est pour ça que j'ai décidé d'aller dans les centres commerciaux pour rencontrer la communauté. Et c'est ce qui m'a encouragée aussi à me concentrer sur les réseaux sociaux pour ma campagne électorale. Comme ça, je peux communiquer avec tout le monde et toucher un maximum d'électeurs. Ces jeunes saoudiennes pourront suivre leur candidate sur Twitter ou Facebook. Elles pourront aussi assister à un meeting exclusivement féminin. Mais pour s'adresser aux hommes, Fawzia doit céder la place à un porte-parole masculin qui anime les réunions en son nom. Quand le pays de la turquoise est en manque d'or bleu, depuis plusieurs années, la sécheresse frappe l'Iran en son cœur. Ces lacs salés ne sont que poussière, les barrages et les fameux ponts suspendus d'Ispahan ne trempent plus dans l'eau. Une catastrophe écologique et économique qui inquiète au plus haut niveau. Le pays des jardins perses pourrait d'ici peu se transformer en désert. Extrait du reportage réalisé par notre correspondante Mariam Pirzadeh. C'était le plus grand lac salé du Moyen-Orient. Le deuxième dans le monde. En moins de 25 ans, Urumie a perdu 98% de sa superficie. Les spécialistes estiment que le lac pourrait totalement disparaître d'ici 3 ans. En cause pour une grande partie le réchauffement climatique, évidemment, et l'absence de précipitations entretient la sécheresse. Les autorités ont pris en compte tardivement cet assèchement, ce qui laisse les habitants de cette région démunis. Regardez comme c'est sec. L'eau a disparu. Quand il y avait de l'eau, il y avait de nombreux voyageurs ici. À 2200 km de là, à la frontière afghane, Zabol et ses environs. Un autre lac est lui aussi en train de disparaître. Il y a encore 10 ans, le lac Damoun faisait vivre une partie des 400 000 habitants du coin. Une denrée vitale dans une région déjà très pauvre, mais du côté afghan, une partie de l'eau serait retenue avant même d'arriver plus bas, en Iran. Alors, devant la boulangerie, des riverains en colère nous interpellent. Il n'y a plus d'eau, plus d'argent, tout le monde s'en va. C'est la dernière banque qu'il reste. 15 000 personnes auraient quitté la zone pour trouver du travail ailleurs dans les grandes villes du sud, mais aussi pour fuir une situation sanitaire alarmante. Avec les poussières salines et les tempêtes, cette région compte 8 fois plus de cas de tuberculose qu'ailleurs en Iran. Ce médecin a un nouveau cas par mois, alors il tente de faire de la prévention comme il peut. Il faut faire un peu d'éducation. Il faut informer sur les règles d'hygiène et qu'ils les respectent. Pendant ces tempêtes qui ont lieu au printemps et en été, pendant 4 mois, il faut utiliser un masque. Il faut leur dire qu'il ne faut pas se baigner, ne pas utiliser cette eau pour boire ou même pour se laver. L'Iran, riche en pétrole, mais pauvre en eau. Un ancien ministre de l'Agriculture est même alarmiste. Le pays pourrait devenir un vaste désert dans les prochaines années. Plusieurs grandes villes sont même menacées de coupures d'eau, comme la très touristique Ispahan. Voilà Zayanderun, littéralement la rivière qui donne la vie, un souvenir de sa splendeur passée. Aujourd'hui, elle est détournée une grande partie de l'année pour irriguer des terres agricoles plus au sud. Alors les habitants cherchent à sauver les poissons pris au piège dans les eaux stagnantes. Voilà les poissons, là. Dans le peu d'eau qu'il reste, il y avait de gros poissons. Et quand on est revenu ce matin, les gros poissons étaient morts. Comme à Ispahan, la quasi-totalité des lacs du sud du pays sont à sec. Une pénurie d'eau qui pourrait pousser plusieurs milliers de personnes sur les routes de l'exode. Vous pourrez voir l'intégralité de ce reportage ce samedi à 9h10 sur France 24. Direction la Jordanie, le Royaume entreprend un programme de réinsertion des prisonniers. Les détenus peuvent apprendre à lire et à écrire. Ceux qui le souhaitent reçoivent des formations et apprennent un métier.
Derrière les hauts murs de la prison de Swaka, les détenus vaquent à leurs occupations. Déambuler dans les couloirs, appeler leur famille et pour d'autres, préparer l'avenir. Ici, on cherche à réhabiliter les prisonniers en leur proposant des formations diverses. Bassem est en prison depuis 5 ans. Quand il est arrivé, il était complètement illettré. J'ai appris à lire et à écrire ici. J'ai envoyé une lettre à ma femme, écrite de ma propre main. Quand elle l'a reçue, elle était très contrariée. Elle a cru que j'avais laissé un étranger lui écrire à ma place. Sur les 2000 détenus, ils sont 140 à suivre régulièrement le programme scolaire. Les formations sont surtout adressées à ceux qui restent 1 an ou 2, le minimum selon l'administration de la prison pour que les cours portent leurs fruits. Garagistes, charpentiers, menuisiers, les détenus peuvent choisir entre plusieurs professions. Ils sont aussi encouragés à faire du théâtre et du sport. Tout est bon pour reprendre confiance en soi et envisager une nouvelle vie à la sortie. Le succès du programme dépend de la bonne volonté du détenu. S'il veut changer, le programme fonctionnera. S'il souhaite vraiment apprendre, ce sera une réussite. Dans les prisons jordaniennes, les programmes de réhabilitation se multiplient depuis plusieurs années. Mais les conditions de détention sont toujours pointées du doigt par les organisations de défense des droits de l'homme. Et on se quitte sur ces images de Bethléem. Les pèlerins et les habitants se sont réunis près de l'église de la Nativité pour découvrir le sapin de Noël. Son installation marque le début des festivités dans cette ville qui a vu la naissance de Jésus-Christ. Voilà, c'est la fin de ce magazine. Restez avec nous. L'info continue sur France 24.